bonjour et bienvenue, chers amis et chers ennemis, il y en a de plus en plus, c'est tant mieux, dans quel mois? Oui, quel mois, hein, quel mois? Pour parler des événements de ce mois, à côté, non pas du mois, mais de moi, Arthur, qui a 22 ans, qui est doctorant, hein, tout à fait. Et Florence, qui a 23 ans, et qui est journaliste. Tous les deux sont mes collaborateurs, évidemment, et moi qui ne suis rien et qui suis là pour mener le débat et puis intervenir un peu. La question qui préoccupe tout le monde, il faut y aller directement, c'est Israël. Alors ma question, c'est les gens de votre génération, à la fac ou en dehors de la fac, qu'est-ce qu'ils disent de ce qui se passe en Israël ? Non, ils disent qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que cette situation continue, qu'aucune solution ne semble se trouver. 75 ans qu'Israël existe et qu'aucune issue au conflit ne semble se dégager. 75 ans, c'est la vie d'un homme. On a tous toujours vécu autour de cette table avec un conflit. Est-ce qu'ils sont choqués, traumatisés, scandalisés par la manière dont le Hamas s'est comporté? Est-ce que ça les préoccupe? Oui, bien sûr que ça les préoccupe comme tout attentat qui puisse avoir lieu n'importe où dans le monde. Dès qu'il y a des morts, les gens sont légitimement malheureux. Ils prennent position ou pas? Ça dépend lesquels. Moi, je n'en ai pas rencontré. Qui ait pris position officiellement à la faculté ou ailleurs. Voilà. Il n'y a pas de prise de position gauchiste non plus? Non, moi je ne fréquente pas des gauchistes, pas trop. Ah oui, d'accord, oui, c'est peut-être pour ça. Et vous, Florence, alors? Moi justement, en vous écoutant, je me dis, 75 ans que ça dure, maintenant ça suffit. Ça suffit et il est temps effectivement de malheureusement mettre à profit ce nouveau conflit pour essayer de trouver une issue. Alors, c'est sûr, c'est compliqué. Le sujet est complexe, mais... Oui, mais quelle issue? Mais alors justement, est-ce que il ne faut pas autoriser aujourd'hui Israël à mettre fin au Hamas tout en sauvegardant les populations civiles? Et comment faire? Comment veut-il faire? C'est une problématique militaire à ce niveau-là. Oui. De proposer à Israël de mettre fin au Hamas. Mais comment faire? Ils ont même du mal actuellement à lancer une offensive. Oui. Moi, ce que je lis, c'est qu'en tout cas, il y a eu des positions au niveau de l'Union européenne, notamment d'Olaf Scholz, qui parlent contrairement à l'ONU qui évoque un cessez-le-feu, donc Olaf Scholz, lui, parle de fenêtres humanitaires, donc qui permettrait en quelque sorte de permettre justement aux populations civiles d'échapper au bombardement, tout en ciblant en fait les terroristes. Ça me paraît sur le plan balistique logistique et stratégique, utopique. Hein. Ça me paraît très très compliqué. Et ça serait du reste le meilleur moyen pour le Hamas d'infiltrer des terroristes dans les espaces humanitaires. Hein. Mais alors, ce qu'ils font souvent du reste. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, vous, est-ce que vous êtes favorable à un cessez-le-feu? Oui, un cessez-le-feu, oui, mais dans la réalité, quand on regarde l'ONU, ils n'y arrivent même pas à s'accorder sur une résolution tous ensemble. Il y a de grandes difficultés là-dessus. Donc pour l'instant, la situation est bloquée, donc on ne peut même pas appeler un cessez-le-feu correctement, dans le sens où il n'y a pas de solution qui semble se dégager. Est-ce que vous avez en mémoire, tous les deux, la fameuse déclaration de De Gaulle quand il s'exprime sur Israël, en parlant de ce peuple fier, sûr de lui et dominateur. Je cite de mémoire. Hein. Et il propose aussi dans son discours fondamental des solutions. Notamment, il accuse quand même Israël d'avoir fait du colonialisme, d'avoir occupé des territoires. Et il pose comme condition à l'apaisement la restitution des territoires, sauf erreur de ma part, et la création de 2 États. C'est un discours qui est très ancien, très très ancien. Je ne sais pas, il doit remonter aux années 67, je crois. 67, hein, voilà, 67 c'est ça, pour voilà, la conférence. exactement. Ouais. Un an avant 1968, du reste. Hein. Oui. Voilà. C'est bête de le dire. Hein. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce discours? Écoutez, moi je trouve qu'il est assez ambivalent. D'un côté, excusez-moi, mais il y a quand même un relent un peu antisémite dans ses propos. À un moment donné, si je me souviens bien, dans son discours, il parle d'ambition ardente et conquérante. Oui, absolument. Oui. Alors, oui, mais effectivement, il parle aussi du souhait très émouvant. Oui. De retourner en terre d'Israël. En effet, après 2000 ans, en effet, après 2000 ans de... On ne peut pas nier la mais présence... est-ce que c'est plus de 2000 ans?
Oui. Oui, mais 2000 ans qu'ils ont quitté, voilà, qu'il y a eu toutes ces difficultés, voilà. Enfin, bon, je crois que l'Exode, c'est bien avant. Hein. Oui, l'Exode, bon, parfois il y a eu des retours, certaines oui, certaines communautés, c'est communautés sont restées. c'est le peuple des souffrances, c'est clair, oui. Voilà. Bon, on ne peut pas nier pour autant le fait qu'il n'y ait pas eu cette expansion coloniale. Il y a, je crois, 740 000 colons en Cisjordanie et à Jérusalem. À un moment donné, effectivement, il faut aussi entendre la voix du peuple palestinien. Mais je sais pas ce que et donc deux États, oui. Voilà. Arthur, qu'est-ce que vous répondez là? Ah non, mais je suis complètement d'accord avec Florence. Après, bon, moi je suis absolument pas d'accord. je suis étonné que vous soyez d'accord. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec ce que dit que, Florence. Mais après, même De Gaulle, du reste, quand il dans son discours parle de territoire acquis dans des conditions parfois discutables. Et au milieu des Arabes, dont on pouvait s'attendre. Ce qui veut dire que parfois c'était pas discutable. Oui. Parce qu'il y a des terres qui ont été achetées. Il y a des terres achetées. Qui ont été peut-être vendues à vil prix, mais parce qu'à l'époque, c'était le prix. Mais alors, vous qui êtes juriste, est-ce que parfois ça ne devrait pas passer devant un notaire, finalement, ce conflit, hein, mais non, mais attendez, notaire international. Par exemple, le désert du Negev, il n'y poussait aucun fruit. Il n'y venait aucun légume. Moi, je l'ai parcouru. Maintenant... il y a des fruits, des légumes, on cultive les melons. C'est pas la faute des Juifs. S'ils ont réussi vous voulez dire qu'ils ont apporté une extension. Oui, des terres qui étaient mortes avant eux. Non, et vous mettez surtout en lumière l'envie des Juifs, une fois retournés en Israël, de développer réellement cette terre, et ils lui ont fait atteindre un niveau technologique et des avancées qui n'auraient peut-être pas pu être celles. Alors bon, il y a trois formes de conquête. Il y a la conquête par les armes. Là, il s'agit de savoir qui a déclenché le conflit à l'origine. Est-ce que c'était les Israéliens qui ont été les provocateurs? Ensuite, il y a l'acquisition des terres, dans des conditions, comme dit De Gaulle, qui peut-être parfois sont discutables. Et puis après, il y a tous les moyens d'annexion tout à fait légaux, tout à fait illégaux. Hein. Enfin là, vous me faisiez penser quand même au discours qu'on tient pour justifier la colonisation, par exemple, de l'Algérie, en disant mais comment, regardez l'héritage, qu'on leur a laissé avec des infrastructures, etc. Ce qui est vrai. Bon, je veux dire qu'il n'y a pas de malhonnêteté, à mon avis, ni de honte, de dire que lorsqu'on a quitté l'Algérie, il y avait des hôpitaux qui, quand on est arrivé, n'existaient pas. Il y avait des écoles qui, quand on est arrivé, n'existaient pas. Ça n'enlève rien au fait que la colonisation, œuvre radicale socialiste, ne l'oublions quand même pas. Oui, on est d'accord. Mission civilisatrice de la France. Voilà, avec Jules Ferry. Avec des termes qui sont d'un racisme inouï, du reste. Qu'on ne tiendrait plus aujourd'hui. Hein. Bon, ça n'enlève rien, quoi. Il y a les deux réalités. Il y a la réalité de la colonisation qui est tout à fait discutable, et puis il y a la réalité de ce que la colonisation a pu apporter de bien et de mal. Mais enfin, on a vu quand même qu'au fil du temps, le territoire palestinien s'est rétréci comme peau de chagrin. Oui, oui. Donc en fait, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, ce peuple n'aurait pas besoin d'une terre bien à elle? Allez, allons dans ce débat pénible. Bon. Et mouillez-vous, Arthur. Hein, oui, non, j'écoute, je réfléchis. Dites, je réfléchis aussi. Il est probable que nous ayons une offensive dans Gaza. Oui. Rappelons que c'est une bande de combien j'ai plus les chiffres. J'ai les chiffres d'Israël. C'est un petit territoire par rapport à qui est surpeuplé justement. 2,3 ou 2,4 millions d'habitants. Surpeuplé. Bon, imaginons qu'il y ait une incursion militaire répondant aux attaques criminelles, terroristes du Hamas, et que cette incursion militaire amène à la récupération de terres. Ce dont veulent certains radicaux. Les radicaux, c'est ce que souhaitent les radicaux. C'est ce que certains souhaitent. La faute à qui ? C'est-à-dire la faute à qui ? Si Israël, en intervenant à Gaza, répondant à une agression, on est d'accord là ? Oui. Alors, il est clair que je ne connais pas dans toute l'histoire du monde de guerre propre. Non. Disons qu'autrefois, peut-être, il y avait un code de chevalerie qui est mort en 14. On est d'accord ? Bien sûr. C'est vraiment les Allemands qui, en 1914, avec leur pratique, notamment l'usage des gaz, les attaques sur des civils, ont mis un terme au code de la chevalerie des guerres.
qu'est-ce que vous diriez de l'intervention militaire qui annexerait des territoires à Gaza? La grande difficulté, en fait, c'est que le Hamas est un mouvement considéré comme un mouvement terroriste, est un mouvement terroriste. C'est un mouvement terroriste, mais un mouvement terroriste qui est au pouvoir dans cette bande de Gaza. Donc à un moment, est-ce qu'il ne se confondrait pas avec l'État? Si c'est un État, alors cela permettrait à Israël d'utiliser la Charte des Nations Unies et d'avoir droit à la légitime défense. Mais ce droit à la légitime défense, est-ce qu'au bout d'un moment, il ne serait pas un peu périmé? Combien de temps peuvent-ils agir jusqu'à que cette légitime défense soit vraiment de la légitime défense? Combien de temps vont-ils encore attendre pour déclencher cette offensive? Moi, c'est la question que je me pose. Mais oui, j'allais dire, mais attendez, bien sûr que le Hamas est reconnu comme une organisation terroriste, mais par qui? Par le monde occidental, oui. Mais pas par les Arabes. Non. Qui, au contraire, au mieux, une partie les reconnaissent comme... comme on allait dire, organisation à part entière, au pire comme un mouvement nationaliste. Oui. On a Erdogan qui a parlé de groupe de libérateurs. Le Hamas se présente comme un mouvement nationaliste et religieux. Oui. Ne perdez jamais de vue la notion de djihad qui est dans l'action frériste du Hamas. Tout à fait. Ils sont d'un côté nationalistes et de l'autre religieux, ce qui n'est pas le cas de l'autorité palestinienne, ce qui n'était pas le cas de Yasser Arafat. Non. On est d'accord. Tout à fait. Non, mais là, ce qu'on risque surtout, c'est en fait de susciter encore plus l'ire des pays arabes. Je voudrais remarquer qu'aucun de vous deux n'a répondu à ma question. Non, mais parce que c'est compliqué. Aucun. C'est compliqué. Aucun. Pourtant, c'est une question courageuse. Sur la réalité. Qui appelle une réponse courageuse. Mais l'offensive est extrêmement compliquée sur un plan militaire pour Israël. Et même politique. C'est toute la question de la captation de territoire dans le fait de guerre. Alors l'argument que vous avancez, à savoir que le Hamas n'est pas un État. Oui, mais on en fait c'est une difficulté. On en fait quoi du peuple palestinien qui vit à Gaza? Ah non, mais attention, moi je sais pas. Ils deviennent quoi, des colonisés? Non, mais le à peuple. nouveau. Mais la question est bonne. Mais le peuple palestinien est lui aussi, pour une partie, prisonnier du Hamas, qui l'utilise comme bouclier humain, bien sûr, qui l'utilise comme instrument de propagande, et qui, à des fins politico-religieuses, s'en sert. Alors ce qui est dramatique, c'est que l'autorité palestinienne ait été, parce qu'on a affaire qu'à des corrompus là-dedans, ait été évincée. Bon, en fait, parce que si elle avait pu maintenir une présence d'autorité, on avait là un interlocuteur qui reconnaît Israël. Oui. Alors que le Hamas ne reconnaît pas l'existence d'Israël. Non, c'est dans ses buts, je crois même intrinsèques, de lutter contre Israël. Au fond, pour moi, la solution, alors je serais favorable à ce que, effectivement, à l'issue de cette offensive d'Israël, le territoire soit annexé, mais aux fins d'organiser des élections qui permettraient d'avoir un réel gouvernant. Mais on ne peut pas à l'heure actuelle. Mais annexer pas. Donc vous seriez favorable à une annexion par Israël, mais pour une restitution ultérieure dans le cadre d'élections qui permettrait de mettre. Le problème d'une annexion, c'est qu'on sait quand elle commence, on ne sait pas quand elle finit. Pour le coup, autant je suis favorable à une éradication du Hamas, autant je ne concevrai pas une annexion de Gaza. Ça me semble impossible. Ça me semble impossible. Faut arrêter, non ça me semble complètement impossible. Après, j'ai pu lire des solutions qui parlaient plus ou moins peut-être d'un État fédéral, mais là aussi, il y aurait une grande difficulté de répartition des pouvoirs. Enfin, ça entraînerait des complications juridiques et même après politiques et même religieuses. Et alors, la présence des États-Unis, qu'est-ce que vous en dites ? J'ai pu lire qu'il encouragerait, ou plutôt dissuaderait Netanyahou d'être trop violent dans sa réponse, de plutôt attendre. Pour l'instant, je crois qu'ils ont envoyé une flottille. Quand même, ils ont envoyé des troupes, ils ont envoyé une flotte, tout à fait. Ils ont envoyé des avions, je crois aussi. Oui, mais c'est justement pas une présence dissuasive. Et vous avez remarqué que l'Ukraine est complètement oubliée. Hein. Oui. Alors, j'ai lu que Biden essaye de faire un grand prêt pour financer à la fois l'achat d'armes en Ukraine, l'achat d'armes pour Israël et également un mur construit à la frontière. Oui, on sait ce que ça veut dire quand l'Amérique prête de l'argent. Hein. On a connu le plan Marshall, nous. Hein. Oui, ils prêtent, mais il faut rembourser. Hein. Oui, c'est la difficulté. J'allais dire la présence quand même des États-Unis avec quand même une force militaire.
ça a quand même un rôle un peu dissuasif, surtout par rapport à une possible escalade. Et vous ne pensez, il ne vous vient pas à l'esprit quand même que l'Iran est en ligne de mire là? Mais bien sûr, il opère dans l'ombre, mais tout le monde sait qu'il non, finance. que les États-Unis ont l'Iran en ligne de mire. Ouais. Non, oui. non. Là, ça ferait Parce effet qu'il y a domino. un bout de temps que les États-Unis veulent se payer l'Iran. Oui. Et est-ce que ça ne serait pas l'occasion qui ferait le larron américain, comme toujours Oui, bon, la guerre, c'est toujours moche. Ce serait très dangereux pour l'ensemble du oui. monde, par l'effet de domino. Oui, mais on peut s'inquiéter. On peut légitimement s'inquiéter. Ah oui, là, je pense qu'on peut avoir peur. Tiens, et au fait, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, du déplacement de Macron? Il a pu voir toutes les personnes qu'il voulait voir, contrairement à Biden, qui, je crois, n'a pas vu toutes les personnes. Mais d'accord, il n'est pas allé faire une visite de musée. Non, c'est vrai. Ça a servi à quoi, son déplacement au Proche-Orient? Je sais pas. Peut-être à essayer de voir comment les 95 millions d'euros que la France envoie chaque année, je crois, à la Palestine sont utilisés, peut-être. Est-il allé voir ça? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Non. Ça, il s'en fout complètement. Non. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Il a été très mal accueilli. Oui. Ce qu'on appelle la rue arabe l'a mal accueilli. Il a été mal accueilli à Ramallah. Il a été mal accueilli en Jordanie, où le roi ne lui a accordé qu'une heure d'entretien. Et a refusé de prendre la parole avec lui. Qu'est-ce qu'il a proposé? Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il a proposé une trêve humanitaire. Bon, d'accord. Il a proposé une solution internationale qui est impossible. Il a proposé, ce que vous disiez tout à l'heure, 2 États, qui est la solution que tout le monde prône depuis toujours. Mais ça n'a eu aucun écho. Autant quand De Gaulle parlait, on pouvait ne pas être d'accord avec lui, mais ça résonnait partout dans le monde. Là, on a entendu teinter que l'ego de la cloche macronienne. Écoutez, il n'a pas fait ni mieux ni moins bien que certains de ses homologues. Olaf Scholz y est allé, Giorgia Meloni, Biden, le Premier ministre anglais. Non. Meloni, ok. Ursula, ok. Schulz, ok. Mais Biden, malgré sa grande fatigue due au voyage, dans le temps, sa présence a eu de l'écho. Ne serait-ce que là, on a des envois de troupes, on a des envois de matériaux de guerre solides. Les Américains, ils ont plus de troupes, ils ont plus de troupes à envoyer. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Union européenne, ça veut dire que l'Europe pèse que dalle, quoi. Non, mais Macron a quand même elle réussi. pèse de l'argent. Elle pèse 1,2 milliard sur la période 2021-2024. D'accord, mais quel impact elle a? Quelle pression elle peut exercer sur le gouvernail du temps? Actuellement aucune, à part payer le salaire des fonctionnaires et des retraites. L'argent que les gens, que l'Occident envoie. Et de l'aide humanitaire qui, reconnaissons-le, est quand même indispensable en temps de guerre. C'est indispensable. D'ailleurs, je pense qu'il faut penser aux dizaines de fonctionnaires de l'ONU qui meurent actuellement à Gaza. Je pense qu'il faut en parler. Mais c'est un drame absolu, quoi. C'est un drame absolu. Mais quelle responsabilité d'envoyer de l'argent sans exercer de contrôle strict. Je crois qu'ils ont prévu de le faire. Une anecdote toute bête. J'étais à Zagreb en pleine guerre, et je me retrouvais dans un hôtel avec des militaires. J'étais en lien avec les forces de l'ONU, et à un moment donné, il y a un responsable associatif. C'est là où j'ai découvert le pourrissement des associations, qui arrive et qui demande si on avait vu, pas à moi, mais à tous les gens qui étaient là, s'ils avaient vu un camion plein de nourriture qui arrivait de je ne sais plus où, peut-être de Lyon ou de Bordeaux, je ne sais plus. Bon. Et on ne trouvait plus le camion. Bon. Alors finalement, ils ont retrouvé le chauffeur. Il s'était arrêté devant un hangar qui avait été maquillé en restaurant où devait être déposé le camion. Donc tout le contenu du camion avait été détourné. Et il y a des restaurants, effectivement, où on mangeait des oranges, des pommes, voilà, l'aide humanitaire. Voilà, après, vous ne pouvez pas... vous ne pouvez pas... Non, je ne veux pas généraliser à partir de l'histoire, bien sûr. Mais quand on voit les sommes considérables qui sont déversées, quand on voit la corruption qui sévit, comme en Ukraine, rappelons-le, corruption qui a été dénoncée, il faudrait qu'il y ait un flicage de l'argent permanent. Moi, je trouve surtout que l'argent de l'Union européenne ou d'autres pays, enfin de pays au sein de l'Union européenne, devrait être mieux utilisé. Et je pense notamment à quelque chose qui est pour moi fondamental, c'est les enfants et la jeunesse. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le Hamas essaie de promulguer dès le plus jeune âge
son idéologie mortifère, et je pense que les enfants sont élevés dans la haine d'Israël, et que peut-être il serait bon d'utiliser des fonds européens pour faire en sorte que les manuels scolaires prônent une autre approche. J'ai des doutes sur les manuels scolaires personnellement. Déjà qu'on a du mal à les changer en France. Alors je vois mal comment est-ce que en Israël, comment est-ce qu'en Palestine, comment est-ce qu'on aurait du mal à les changer sous l'influence de l'Union européenne. Ça me semble un peu compliqué. En tout cas, ce serait déjà mieux utilisé que pour les retraites ou Dieu sait Oui. quoi d'autre. Oui, je voudrais vous poser une question. Ça ne vous choque pas que l'Union européenne donne de l'argent et n'exige pas le traçage, mais minutieux, contrôlé par des agents tatillons, comme l'Union européenne sait le faire, qui contrôle tout le monde tout le temps, du flux de cet argent. C'est quand même incroyable qu'on se dise qu'il y a de l'argent qui est détourné. Ce qu'on dit aujourd'hui pour les associations de la loi de 1901 française. Bien sûr, oui. C'est pas parce qu'il est évident que cet argent va à des mafieux. Non, mais moi déjà ce qui me choque, c'est les fortes sommes d'argent parfois qui sont envoyées. On a pu en voir 1,7 million, je crois, qui a servi à financer l'université de Gaza, dont certains cadres... Créé par les frères musulmans. Hein. Oui, dont certains cadres du Hamas ont été les élèves. Moi, c'est ça qui me choque déjà, les fortes sommes. Certes, il pourrait y avoir de l'argent donné aux populations pour des besoins humanitaires, si elles sont en danger de vie ou de mort. Là, je pense... Et le détournement du projet Erasmus. Et également ce détournement de projet. Mais après, tracer l'argent, cela me semble très compliqué. Il faudrait déjà en envoyer moins et qu'on sache déjà qu'ils ne doivent pas servir à payer les fonctionnaires, les retraites des Palestiniens, mais qu'ils soient vraiment purement humanitaires et qu'ils restent de A à Z entre les mains des fonctionnaires européens. Arthur, vous qui êtes un historien du droit des institutions, hein, est-ce que vous avez connaissance d'une période antérieure à la Troisième République, ou même pendant la Troisième République, où les États avaient ouvert les vannes de distribution de fonds sans retour, dans le cadre d'aide humanitaire? Je réfléchis. J'ai la réponse, moi. Je réfléchis. Peut-être pendant la guerre de 30 ans, la guerre de 7 ans, peut-être. Non, jamais. Non, jamais. Non. L'Europe. La Croix-Rouge, c'est une invention qui a été faite. Oui, à bataille de Solferino, voilà, en dehors de l'État, mais qui a été financée à ce moment-là par des personnes privées. D'accord. Vous me l'apprenez. Je ne savais pas. Bon, je connaissais l'histoire de la bataille. Voilà, je connaissais le choc. Moi, c'est une colle. Si un ami qui... Non, c'est quand même... Parce que si un ami qui nous écoute, si on dit une bêtise, on est là pour apprendre, on ne demande pas mieux. Hein. Mais c'est quand même extraordinaire, cette période, cette époque, où on prend de l'argent dans les caisses d'un État pour, au nom du grand cœur, créer des saints artificiels, comme disait Nietzsche, qui sont censés être généreux, bons, et qui distribuent cet argent un peu partout, et c'est le fait de tous les États. Moi qui pense bassement, je me dis qu'il y a combine sous cloche. Et de la Croix-Rouge à une aide à plusieurs milliards de l'Union européenne. Voilà, mais il n'y a pas de rapport. Non, vous serez d'accord avec moi qui... Voilà, bon les amis, la régie me fait signe qu'on est en train de dépasser le temps qui nous était imparti. C'est les quelques minutes pour votre carte blanche. Carte blanche, honneur aux femmes, peut-être. Non. Merci. C'est un peu machiste, mais bon. Écoutez, moi, j'ai pas eu beaucoup de mal parce qu'en fait, j'ai retenu une info qui est passée dans la presse régionale. En Alsace, c'est un vieux monsieur de 93 ans qui s'est réveillé au milieu de la nuit. Il s'est trouvé nez à nez avec 2 cambrioleurs. Ah oui, j'ai vu ça. Le monsieur était en déambulateur. Il a réussi à accéder à la cuisine, à prendre un couteau et un presse-purée. Et il a réussi à faire partir ces cambrioleurs. Et moi, ça me fait penser au fait que nous sommes à quelques kilomètres d'Aigues-Mortes, la tour de Constance, où a été mise en geôle pendant 38 ans une protestante qui avait gravé dans le mur le mot « Register », je ne sais pas si je prononce bien, « résister ». Et moi, j'ai envie de dire à tous ceux qui nous regardent, eh bien oui, l'heure est venue de résister face à la peur des cambrioleurs, de résister face à la peur
des attentats terroristes, enfin résister, garder la tête droite, cesser de courber l'échine. Voilà. Merci Arthur. Alors moi je vais parler du spectacle Bernadette de Lourdes qui a été exclu du pass culture collectif. Le pass culture, c'est une somme d'argent que l'État donne aux jeunes une fois qu'ils ont passé 18 ans, qui leur permet d'acheter des livres ou de se rendre à des spectacles. Pass culture collectif qui permet à des classes, à des établissements d'aller voir des spectacles donc financés par l'État. Un rectorat, je crois que c'est celui de Versailles, a dénoncé ce spectacle, a envoyé une lettre à ses producteurs pour leur couper l'accès via le pass culture collectif, se disant parce qu'il n'y avait pas de démarche d'éducation artistique et culturelle ou que le respect de la charte de la laïcité posait question. Le producteur s'est légitimement insurgé contre ceci en disant mais écoutez, nous c'est un spectacle principalement historique qu'on fait, c'est tout articulé autour d'une enquête policière et d'ailleurs plusieurs personnes qui participent à ce spectacle ne sont pas forcément croyantes. Bien moi je trouve ça fort dommage que le rectorat n'empêche les élèves, les jeunes d'aller voir ce spectacle qui n'a pas forcément une vocation religieuse et qui fondamentalement fait partie aujourd'hui de notre histoire de France. Merci Arthur. Le même rectorat de Versailles qui du reste avait envoyé des courriers aux parents dont les enfants étaient victimes d'agressions pour les envoyer promener. Merci à tous les deux et au mois prochain. Au mois prochain. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire et à se dire. Merci.